Qui n'associe pas aujourd'hui naturellement notre début de vie à un foisonnement de désirs, d'élan et de frustration en tout genre? C'est aussi l'époque de l'apprentissage des élans coupés, des désirs canalisés, au contact de l'intervention de nos parents. Notre début d'existence nous a appris à canaliser, voire oublier nos désirs. Alors que notre société adulte nous invite à réaliser nos rêves, portés par une société de consommation tous azimuts. Certains courants spirituels fustigent les désirs comme les responsables de notre souffrance. D'autres les encensent. Nous semblons perdus sur l'un des sujets capitaux de notre construction personnelle d'enfant, jusqu'à prendre même conscience que vouloir stopper nos désirs est encore un désir. Les observons-nous donc dans leur véritable nature ? Et si cet espace de vérité se présente, que nous apprend-il ? Ce cycle du désir est-il donc vraiment une anomalie ? Et nos désirs et nos rêves nous rendent-ils vraiment vivants ? Si quelque chose nous rend vivants, il ne doit être que permanent, car seule la vie est éternelle. Tout ce qui apparaît ne peut le faire qu'au sein d'un espace qui doit rester présent sans interruption pour l'être. Ainsi, tout ce qui apparaît dans cet espace vivant en est automatiquement animé. Mais en est-il vivant pour autant, dans la mesure où il ne dure pas ? C'est tout l'objet de nos désirs, à partir de l'âge de 2 ans, qui apparaissent dans cet espace de conscience, animé d'éternité vivante, mais restent très furtifs et volatiles. En cela, sont-ils vrais ? Ne sont-ils pas un rêve, une illusion ? Pouvons-nous nous y fier ? Qu'en est-il vraiment de la période qui précède nos 2 ans ? Avant nos 2 ans, notre conscience est un flux constant et ne cesse de l'être après notre disparition physique, à notre mort. Nous ne sommes pas conscients de ce flux, sachant que nous n'y sommes pas extérieurs pour l'observer. Pour autant, nous ne cessons de l'être. Ce flux est vivant car il se confond avec la vie.
et par là même est toujours vrai, car rien ne peut l'entraver. Nous sommes ce flux et sommes alors toujours vrais. Quelle est alors la nature de ce flux? Une seule direction, la vie. Nos cellules qui croissent, nos membres, notre visage, notre buste, nos organes, nos cerveaux, nos fascias, qui nous allongent et nous façonnent, sont alors cette seule direction, ce seul désir, la vie. Nos élans de nourrissons dans les jardins, dans les champs, dans les allées, ne sont que ce flux vivant que rien ne peut stopper, car il est toujours vrai. Nos parents canalisent nos élans vivants, toujours vrais, face à leur propre peur d'enfant ou face à leur terreur de nous perdre. À cette époque encore, nous ne sommes pas conscients de nos élans, de nos désirs, car nous ne sommes extérieurs à rien. Par là même, nous ne sommes pas conscients que nos élans sont coupés. Nos courses, nos gestes, nos cris, stoppés par nos parents, font encore partie intégrante du flux et ils n'y sont point extérieurs. Nos élans de cette période ne sont pas un choix qui pourrait être inversé ou poursuivi, car étant confondus avec le flux, nous sommes sans cesse le choix. Et la vie est le seul choix du moment. Notre choix n'a pas d'opposé, et il est ainsi vivant, sans contestation possible. Notre désir n'a pas d'opposé, et il est ainsi vrai, sans contestation possible. Si à cette époque, nous avions à répondre à la question de savoir si nos désirs doivent être écoutés ou pas, nous ne pourrions comprendre la question, car nous serions bien en peine de savoir de quoi parle la question. Les questions sont des positions d'observation extérieures à une information. Ici, nos désirs. Mais l'enfant est le désir vivant. Et comme il ne peut s'en extraire, il ne peut s'en séparer
et savoir s'il doit le garder ou pas. Question donc sans objet, maître. Il vit cette réalité une et unique. Ses parents le sont. Sa famille l'est. Les objets qui l'entourent le sont. Il ne peut donc les voir pour les désirer. Le désir n'a alors pas d'objet et demeure sa nature. Ses gestes, ses cris, ses déplacements sont le désir vivant en action. Regarder sa mère est le désir. Courir vers son père est le désir. Mais ne sont pas des objets de désir. Une action désirée. Le désir de l'enfant commence lorsqu'il peut séparer les choses de lui et dire papa ou maman. Durant ces 2 ans, lorsqu'il s'endort, l'enfant a le désir en action. Lorsqu'il se rêve ou se réveille, l'enfant est le désir vivant en action. Rien de sa vie ne s'écarte de ce désir en action, et donc rien ne peut l'en séparer. Vu depuis cette perspective, la question du désir est le désir. Et sa réponse est encore le désir vivant. Tout ce que vous vivez est alors vivant. Est ainsi toujours vrai? Et ce qui est toujours vrai ne suscite pas de questions, car ne change jamais. Ce que vous vivez, le flux, est toujours vrai. Et comme vous n'en êtes à aucun moment privé, vous n'avez point besoin de le rêver. Le rêve commence lorsque vous êtes privé de quelque chose de cher ou mise à distance de cela. Si vous êtes en chemin spirituel, vous vous intéressez à l'esprit, à la conscience, son autre nom. Et si cela devient votre passion, vous la cherchez dans sa véritable nature, dans sa vérité incontestable. Si vous cherchez sa nature incontestable, vous la trouvez avant et après la vie de notre corps, ou durant notre période de vie de nourrisson.
À cette période, la conscience ne peut vous échapper. Vous vous y confondez et la vérité est la seule réponse à tout ce qui surgit. Sachant que ce qui surgit constamment est la vérité incontestable. Donc si nous revenons ensuite sur la vérité de notre vie, c'est bien depuis ce regard du nourrisson que la vérité se révélera. Et pas depuis notre conscience fragmentée d'adulte qui a fragmenté la vérité en deux, autorisant un choix possible entre deux réalités, ouvrant l'espace des questions qui se posent. Si des questions se posent à vous, sur le désir ou pas notamment, c'est que vous avez oublié la vérité. Celle du regard toujours vrai du nourrisson, confondu avec la vie totale, son environnement et toutes les informations qui en surgissent. À cette époque, pour le nourrisson, les questions ne se posent pas. C'est pourquoi, entre autres, l'enfant ne parle pas. À quoi lui servirait le langage, sachant qu'il ne sait pas distinguer les choses et n'a point besoin de les nommer? Si nous regardons notre vie depuis cette période, le désir est incontestable. Se confond avec toute la vie du nourrisson et la question du désir ne se pose point. Nous nous posons des questions sur notre vie d'adulte, le désir ou pas, depuis notre conscience d'adulte. Nous ne pouvons arriver qu'à une réponse au même degré. Et cela vaut pour toutes nos questions. Si nous souhaitons une réponse plus grande que la question, cela nous demande de répondre dans une autre conscience que celle qui a posé la question, la conscience totale, vivante du nourrisson. Sans cela, nous tournons éternellement en rond dans notre prison d'adulte. C'est ainsi qu'à partir de l'âge de 2 ans environ, se pose la question du désir ou pas. Car nous glissons doucement mais sûrement dans notre conscience fragmentée d'adulte. Nos liquides se resserrent, localisent notre conscience dans l'espace, font apparaître des contours à notre conscience, et notre corps en mouvement nous apparaît. Le mouvement et le désir nous étaient inconnus. Ils nous apparaissent alors avec notre corps en mouvement qui désire attraper, saisir
bouger, manger, sauter, courir et au-delà. Notre désir vécu, en tant qu'humain, nous apparaît avec la perception de notre corps en mouvement. Car le désir est le mouvement perçu de la conscience qui passe d'une réalité à une autre réalité. Avant nos 2 ans, ce mouvement dans cette réalité une et unique nous était imperceptible. À l'entame de nos 2 ans, voilà que ce mouvement nous est perçu, nous faisant passer d'une réalité intérieure à une réalité extérieure. Dans cette phase proche des 2 ans, le désir est dans un premier temps la perception d'un mouvement de conscience entre 2 réalités possibles, avant d'être le désir de quelque chose ou le désir pour une relation. Le jeune enfant perçoit qu'il est un mouvement alors qu'il vivait auparavant l'immobilité et le silence de sa réalité de conscience, une et unique. Ensuite, avec le choix entre 2 réalités possibles, intérieure et extérieure, naît le désir pour quelque chose, un jeu, une fleur, une gourmandise, un insecte, un câlin et bien d'autres. Mais derrière ce désir pour quelque chose, le désir de passer d'une réalité à une autre, de l'intérieur à l'extérieur, sera toujours actif et présent. Car passer de l'un à l'autre et être présent, présente dans les 2 réalités signifie encore une fois retrouver la totalité du nourrisson perdu qui ne connaissait pas cette séparation. Et ne vivre que dans une des 2 réalités va s'habiller du nom de frustration. Nous sommes frustrés, non pas de ne pas avoir ce jouet, mais ce jouet nous rappelle notre insupportable fragmentation de conscience en 2 et devient l'objet de notre colère. De cette fragmentation naît le manque de notre totalité, et de ce manque apparaît le désir de la retrouver coûte que coûte. Notre dilemme demeure que nous tentons de retrouver notre totalité de présence sans vouloir abandonner notre personnage, vestige inaliénable de notre séparation entre 2 réalités. Encore une fois, nous désirons vivre autre chose en essayant de le vivre à partir de la même conscience
qui nous en a écartés. C'est tout le cheminement de la loi d'attraction, paradigme intouchable du milieu du bien-être, qui s'est construite sur le paradigme quantique affirmant que notre observation a une influence sur ce que nous observons. Mais cette loi s'est également forgée aussi sur la valorisation de nos désirs et de nos rêves. Cette dite loi du vivant, qui pourtant ne fonctionne que durant notre phase fragmentée, tombe dans le paradoxe de vouloir vendre de l'abondance en magnifiant notre séparation d'avec la vie. Comment pouvons-nous revivre notre totalité vivante à partir de cette loi qui nous invite à rester séparés de la vie pour mieux l'influencer ? Et avons-nous encore besoin de l'influencer si nous observons notre vie à partir d'une conscience non extérieure à la vie, non séparée de la vie? Au cours de notre chemin d'être humain, depuis l'âge de 2 ans, nous allons sans cesse croire devoir choisir entre notre réalité intérieure, ce que nous appelons nos propres désirs, et notre réalité extérieure, ce que nous percevons comme les désirs qui nous sont étrangers. Puis un certain jour, nous percevons que notre vie ne peut être délimitée dans l'espace et qu'elle est partagée avec tout notre environnement. Que notre conscience ne peut être délimitée à notre corps dans l'espace et qu'elle est partagée avec l'extérieur. Qu'à partir de là, la distinction de nos désirs et de ceux des autres n'a plus aucune valeur, qu'ils peuvent être vécus de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Et que la loi d'attraction fonctionne dans tous les sens de conscience. Dans le sens où notre intérieur s'impose à l'extérieur, tout autant que dans le sens où notre extérieur s'impose à notre intérieur. Et que les adeptes de « nous savons mieux que la vie » ou les militants de « la vie c'est mieux que nous » se rejoignent finalement sur le même principe, une fois que leur perception n'est plus fragmentée en 2 réalités. Ils se rejoignent sur le principe unique et permanent d'un désir en action qui se confond avec la vie, qui déroule son film, le logos en action. Le langage de la vie en action est ce pur désir.